Donc, je veux vous proposer une présentation du thème de l'année prochaine, donc la violence. Et la découverte d'un thème, c'est bien sûr toujours la découverte d'un mot. Et ça commence évidemment avec les mots. La réflexion philosophique débute toujours par un travail sur le sens du mot. Si vous avez travaillé cette année les textes de Platon, vous avez vu que parfois c'est un peu pénible à lire. On a des pages et des pages de définitions. On essaie de cerner au plus près l'acception du terme qui est travaillé. Donc il faut en effet commencer par s'entendre sur le sens du mot avant même de débuter quoi que ce soit, de débuter quelque lecture que ce soit, etc. Donc je vous propose d'abord de commencer par le commencement, c'est-à-dire par ce travail sur le mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le mot violence dit? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne dit pas? Ensuite, on verra ensemble quelles sont les caractéristiques de cette thématique, avec évidemment des conseils de lecture, de travail pendant les vacances, parce que vous imaginez bien que ce n'est pas en une heure de communication comme ce soir qu'on va faire le programme de l'année. L'idée, c'est de lancer la réflexion, de lancer le débat et de vous donner quand même des indications pour pouvoir vous débrouiller pendant les vacances, parce que les vacances, c'est un moment assez privilégié. Vous allez avoir du temps pour lire des choses. Pendant l'année, ce sera plus compliqué. Et vous savez bien que les jurys reprochent suffisamment aux étudiants de ne pas avoir eu de contact direct avec les textes. Et là, les vacances, c'est une opportunité. Alors, le mot violence, cette année c'est le mot violence, l'année prochaine ce sera le mot violence, cette année c'était le mot monde, et c'est vrai que la réflexion sur le mot monde, n'est pas du même ordre que celle sur la violence. Je m'explique, le mot monde avait de très nombreuses acceptions. Monde signifie beaucoup de choses. Derrière le mot monde, on peut entendre beaucoup de choses. Il y a 6 acceptions traditionnelles de ce terme. Pour la violence, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la problématique. La question ne va pas être une question de polysémie. Lorsque les sujets là qui sont tombés cette année, quand vous avez l'épreuve du monde qui est tombée à HEC, l'épreuve du monde. Qu'est-ce qu'on entend par monde? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce que l'épreuve, c'est l'épreuve du monde au sens de l'ensemble de la planète? Est-ce que c'est le monde au sens de la mondanité, le grand monde? Enfin bon, bref. Là, sur la violence, ça ne va pas du tout être la même chose, parce que le mot violence, en fait, il n'a pas des acceptions tellement différentes. Il y a une acception très précise, il y a un sens précis qu'on va voir, un sens rigoureux, un sens strict. Et surtout, le problème, c'est qu'ensuite, il y a eu des abus de langage. Il y a toute une série, effectivement, d'usage métaphorique du mot violence, et on a tendance à parler de violence pour tout et un peu n'importe quoi. Et la vraie question, ça va être de savoir si, lorsque vous aurez à examiner un sujet, on va en voir quelques exemples tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment au sens propre qu'il faut entendre violence, ou bien est-ce qu'il faut l'entendre dans un sens un petit peu secondaire, un sens métaphorique? Est-ce qu'on peut parler par exemple de la violence d'un comportement? Est-ce qu'on peut parler de la violence d'un animal? Est-ce qu'on peut parler de la violence d'une tempête? Ou est-ce que le mot violence est réservé à d'autres usages? Je voudrais commencer par citer cette formule d'Arendt, qui est donc dans un ouvrage qui s'intitule « Du mensonge à la violence », et la section qui s'intitule « Sur la violence », c'est un texte que vous lirez sûrement, c'est un texte qui est assez indispensable, parce que corrèle évidemment la question de la violence à celle de la politique. Voilà ce qu'écrit Arendt. Elle dit « Pouvoir, puissance, force, autorité, violence ». Ce ne sont là que des mots indicateurs des moyens que l'homme utilise afin de dominer l'homme. On les tient pour synonymes du fait qu'ils ont la même fonction. Et c'est une formule très intéressante parce qu'elle nous rappelle qu'en effet, souvent, par violence, on va entendre le mot force, on va parler de force, de violence, de puissance, pouvoir. Pourtant, on va dire qu'effectivement, on se fait violence, ça veut dire qu'on s'efforce de faire quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du flou terminologique et on semble confondre, on semble glisser d'un sens dans l'autre. Alors, vous savez bien qu'il n'y a pas de synonyme en français. Le français est une des rares langues, c'est Rémi Gaumont qui explique ça de manière assez savante, c'est une des rares langues dans lesquelles il n'y a pas de synonyme. Il y a des langues où il y a des synonymes. L'anglais, il y a des synonymes parce qu'il y a peu importe, c'est pas le sujet, mais il y a des origines linguistiques qui sont parallèles. Il y a le latin et puis il y a le saxon. Enfin, bref. En français, il
y a très peu de synonymes, il y a surtout des gens qui ne connaissent pas les nuances. Et donc, les dictionnaires synonymes sont souvent des dictionnaires d'ignorance. Parfois, les nuances sont très légères, mais il y en a quand même toujours. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de synonyme. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on entend par violence? Et on est d'autant plus gêné que si on continue donc à réfléchir sur ce premier point, hein, le mot violence est un mot qui est employé sans discernement, j'y reviendrai, on a tendance effectivement à, par exemple, à le considérer comme étant une dépense d'énergie excessive et disproportionnée. C'est violent parce qu'il y a de l'énergie disproportionnée. C'est violent parce qu'il y a une manifestation désordonnée, impulsive de la force, qui échappe à la raison. Voilà. La violence est du côté de l'illégitime. Voilà, tout ça sont des lieux communs autour de la notion de violence qui sont renforcés aussi par une étymologie qui, cette fois-ci, ne dit pas la vérité du mot. Vous savez que le mot étymologie, il vient d'un mot qui signifie vérité, hein, donc un mot grec qui veut dire vérité, étymé, et l'étymologie serait la vérité du mot. Donc c'est la racine donc ancienne du mot. Et le mot violence dérive d'un mot latin qui est vis, qui veut dire force. Donc c'est évidemment le mot violence renvoie au mot force. Donc évidemment on pourrait être tenté de se dire étymologiquement parlant la violence c'est la force et ça a un rapport avec la force. L'étymologie est cette fois-ci trompeuse. On ne peut pas l'utiliser en effet parce que la force c'est pas tout à fait la violence. Et je voudrais commencer par nous ramener à la mythologie. Vous savez bien que la seconde année est toujours adossée à la première, c'est une palissade et que tout ce que vous avez fait en première année doit pouvoir être utilisé, mobilisé, utiliser le mot est vilain, mobilisé donc en seconde année et en particulier lorsque vous avez par exemple étudié les mythes. Il y a un mythe qui est le mythe d'Héraclès, le mythe d'Hercule, qu'on voit parfois donc, en première année, qui est un mythe intéressant avec les travaux d'Hercule, où Hercule donc, est l'incarnation même de la force, sauf que Hercule utilise sa force, donc soit pour débarrasser le monde des monstres qui le peuplent, pour nettoyer les écuries d'Augias, etc., etc. Donc il va utiliser sa force parce qu'il doit réparer un crime abominable qu'il a commis sous l'emprise de la fureur, parce qu'il était violent. La violence d'Hercule l'a conduit effectivement donc, à des crimes qu'il doit réparer en utilisant sa force pour pouvoir effectivement donc compenser les dommages de la violence. Et c'est vrai que Hercule incarne à la fois la violence et la force. La violence lorsqu'il est donc dans le dérèglement, lorsqu'il est effectivement donc dans la folie et dans quelque chose qui est destructeur, et la force au contraire lorsqu'il utilise son énergie pour, par exemple les écuries d'Augias est tout à fait pertinent puisqu'il utilise à la fois son énergie physique et en même temps son raisonnement puisque sa réflexion. Et il est évident que effectivement ici Hercule utilise de manière positive cette énergie pour, en effet, débarrasser le monde de toutes les saletés, au sens propre, au sens figuré, qui s'y trouvent. On a donc déjà un premier début de construction de la signification. C'est-à-dire que violence, ce serait du côté d'une énergie destructrice. Il faudrait l'entendre avec effectivement quelque chose qui serait de l'ordre de la perturbation de l'ordre. La violence, elle altère. La violence, elle suppose donc aussi une intention de nuire, une intention de détruire, alors que le mot force est connoté extrêmement positivement. La violence, c'est en quelque sorte l'envers négatif de la force. La force, c'est une énergie féconde, c'est une énergie positive. D'ailleurs, Wyss est la traduction en latin du grec dynamis, donc qui donne donc énergie. Donc, ce qui est de l'ordre de la force, c'est positif, et que la force est avec vous. C'est quelque chose qui, évidemment, est supposé donc enthousiasmer et gonfler la volonté, alors que la violence, quand on évoque justement la violence, c'est quasiment toujours dans un contexte qui est un contexte négatif, un contexte dépréciatif. Il faudrait se défendre justement de la violence, lutter contre la violence, empêcher la violence. Donc c'est la première chose, l'idée de destruction et du côté de la violence, l'idée de force nous emmène plutôt du côté de la construction. Donc en quelque sorte, il y a bien un lien. Le lien, c'est l'énergie, une énergie donc physique, il y a une énergie qui détruit et une énergie qui construit. Avec une nuance supplémentaire, on va parler de violence au sens strict, et là Paul Ricoeur donc va nous aider pour évoquer donc une énergie destructrice, mais intentionnellement. C'est-à-dire qu'on évoquera volontiers l'idée de violence lorsqu'il y aura donc une intention. Paul Ricoeur dit
Par violence, il faut entendre, je cite, c'est dans Soi-même comme un autre, par violence, il faut entendre la destruction par quelqu'un d'autre de la capacité d'agir d'un sujet. La destruction par quelqu'un d'autre de la capacité d'agir d'un sujet. Il y a donc quelque chose de profondément intentionnel donc dans la violence, et ce qui signifie que forcément s'il y a une volonté, s'il y a une intention, s'il y a donc en quelque sorte une visée, hein, ça signifie qu'on ne peut pas parler de violence naturelle. Et vous avez peut-être trouvé ici et là des définitions qui sont un petit peu boiteuses, qui disent que voilà, la violence c'est du côté de la nature et la force c'est la violence maîtrisée. C'est pas vrai. La violence n'est pas dans la nature. On ne va pas dire par exemple qu'un animal est violent. Vous n'allez pas dire qu'un lion est violent. Vous allez dire qu'un lion est agressif. Et c'est là où on va commencer à mettre en place tout un réseau de nuances lexicales. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce thème, et c'est ce que je vais commencer à faire avec mes étudiants en début d'année, on ne va pas le faire ce soir, parce que là, encore une fois, on avancerait tard dans la soirée, mais l'idée, c'est de vous donner un petit peu les trucs pour vous-même anticiper. Il est évident que le premier des soucis cette année, c'est de se construire un lexique. Un lexique, c'est-à-dire un nuancier. Bien sûr, il y a le mot violence qu'on vient de définir, hein, une énergie destructrice qui, de manière intentionnelle, donc s'efforce d'altérer et de produire un désordre. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre, en effet, de la destruction, de la déchirure, voilà, et intentionnel. Quelque chose qui est de l'ordre de l'effraction. D'ailleurs, le mot violence va être lié au mot viol. Et un viol, qu'est-ce que c'est? C'est une effraction. Hein, on fait effraction avec brutalité. Donc il y a quelque chose ici qui est déjà clairement défini. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dès qu'on commence à travailler sur ce mot-là, on va s'apercevoir que ce qui le définit, c'est un ensemble de termes voisins, mais qui ne sont pas exactement des synonymes. On a déjà vu la nuance avec le mot force. La violence, c'est pas la force, mais la violence, c'est pas non plus l'agressivité. Vous voyez ? Et l'agressivité, là, pour le coup, l'étymologie va être utile, cette fois-ci. Et là, il faut arriver à faire le partage entre une étymologie utile et une étymologie inutile. Quelqu'un qui est agressif, donc agressivité, ça vient d'un mot latin qui est de la famille du mot gradior, donc qui va donner gradus, vous trouvez dans progrès, progresser, qui veut dire avancer. Et l'agressivité, c'est une forme d'avancer, de pousser. Et donc, quelque chose qui est agressif, c'est quelque chose qui est dans l'ordre du vouloir vivre, la volonté de vivre, la volonté de puissance, une sorte de poussée, donc d'affirmation de soi. Il y a donc dans l'agressivité quelque chose, en effet, qui est à la fois menaçant, puisque quelqu'un qui est agressif, son agressivité menace, bien sûr, l'objet de cette agressivité, mais qui est du point de vue subjectif, quelque chose qui affirme une volonté positive. L'agressivité étant pensée comme étant quelque chose de positif. L'affirmation du vouloir vivre, l'affirmation de soi. Voilà pourquoi un lion va être agressif, avoir un comportement agressif. Ça veut dire qu'il va imposer donc sa vie, il va marquer son territoire, il va imposer sa domination comme étant effectivement une sorte de poussée relevant de la volonté de vivre. Un animal donc n'est pas agressif et par conséquent, un animal est agressif, il n'est pas violent. On ne parlera pas de la violence de la même façon qu'on ne va pas parler de la violence d'une tempête. On va parler, en revanche, effectivement, donc, de la force d'une tempête, du caractère destructeur d'une tempête. Mais une tempête en soi n'est pas violente. Alors bien sûr, on peut toujours employer ces mots-là. On peut toujours dire qu'une tempête est violente. On peut toujours dire aussi que, par exemple, une formule est violente. La question de savoir, c'est est-ce qu'une parole peut être violente? Je rappelle que s'il y a violence, c'est qu'il y a évidemment intention de détruire. Est-ce qu'une parole peut détruire? Là, encore une fois, ça dépend du contexte, ça dépend de la parole. Toutes les paroles ne sont pas violentes. Souvent, dans le langage on va dire quotidien, on entend le mot violent comme une sorte de degré d'intensité. Ah, c'est violent ce que tu viens de dire. Ça veut simplement dire c'est peut-être exagéré, c'est peut-être excessif, mais tout n'est pas violence. Je crois que c'est quand même le premier point qu'il faut relever. À la fois, il y a de la force, il y a de l'agressivité, et la force et l'agressivité ne sont pas donc de l'ordre de la violence. L'agressivité, elle est du côté de la vie, donc elle est naturelle. Et donc, effectivement, un homme peut être agressif.
au sens où il fait valoir justement une sorte de vouloir vivre presque animal, hein, donc une sorte d'agressivité presque primale, primitive. En revanche, vous avez bien compris que si on définit la violence comme relevant de la mobilisation d'une énergie à des fins de destruction intentionnelle, donc on est dans l'intention et donc par conséquent dans une volonté, on est donc du côté de l'homme, on est donc du côté de la culture. Et ça, c'est un premier point très important, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, établir que la violence, elle est du côté de la culture, elle n'est pas du côté de la nature. La nature n'est pas violente, elle n'a pas d'intention de détruire. Alors il y a, vous verrez cette année, j'imagine, il y a déjà des choses qui circulent sur le sujet, c'est des questions qui interroge la notion de catastrophe naturelle, la notion de violence qui serait attachée à des cataclysmes, à un tsunami. C'est le texte très célèbre de Rousseau sur le désastre de Lisbonne. Est-ce qu'effectivement il y a une violence qui est faite aux hommes par la nature dans ce désastre de Lisbonne, ce tremblement de terre de Lisbonne, hein, avec probablement il y a eu un tsunami avec un tremblement de terre et une série d'incendies qui ont détruit, qui ont ravagé Lisbonne en 1755, donc Voltaire en parle beaucoup, il a écrit un poème sur le désastre de Lisbonne et il en parle dans Candide. Rousseau va revenir là-dessus et il va dire non, c'est pas violent. Voltaire en fait une description terrible en disant voilà, c'est une manifestation de la violence. Alors pour lui, c'est la violence divine. C'est Dieu qui violemment manifeste donc sa volonté destructrice sur les hommes. Les hommes donc sont ainsi victimes. Les hommes ne sont pas victimes de la nature en fait. Ils sont victimes d'eux-mêmes. Ce que dit Rousseau, c'est que si ils n'avaient pas construit des immeubles, s'ils n'avaient pas construit, parce qu'il y a des immeubles à l'époque, hein, s'ils n'avaient pas construit effectivement des édifices, s'ils n'avaient pas peuplé et surpeuplé cette région du monde, eh bien, il y aurait eu moins de morts. La nature n'a pas la volonté de détruire les hommes. Elle se manifeste telle qu'elle. Elle manifeste effectivement une force, une énergie, des secousses, mais il n'y a pas cette volonté de détruire. La volonté de détruire est purement humaine et purement culturelle. Donc ça, c'est vraiment très important, hein, ce premier point qui permet déjà de se repérer. Et donc, vous voyez qu'une des difficultés, ça va être de se demander si, quand on parle de violence, c'est un abus de langage, ou bien est-ce qu'il faut l'entendre au sens propre, au sens figuré. On a le droit, encore une fois, d'employer un terme de manière métaphorique. Et si vous voulez parler de la violence du lion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, on va dire, personnifier le lion, et que vous allez lui donner, en effet, un caractère humain, proprement humain. Donc, imputer donc, à un élément de la nature, un animal, imputer à une machine, un élément de violence, c'est le personnifier. C'est en faire effectivement donc un homme avec une intention qui serait une intention de détruire. Voilà, donc ça c'est quand même la première chose, et il sera très important dans vos argumentations de signaler lorsque vous employez le mot violence dans un contexte métaphorique ou bien au sens strict. C'est là où je dis qu'il y a une différence quand même très importante dans la manière d'aborder les thèmes entre cette année où c'était le mot monde qui ouvrait sur une polysémie assez riche et assez intéressante, et puis le mot violence qui n'est pas polysémique, au contraire, il serait plutôt monosémique, hein. Il y aurait plutôt un sens premier et fort, mais qu'on a tendance à oublier. Pourquoi? Parce qu'on emploie ce terme dans un contexte assez hyperbolique. Il y a cette année quand même un mot qui vous est proposé qui fait l'objet donc d'un usage hyperbolique, d'un usage effectivement, d'un usage exagéré. Vous savez qu'on a tendance à vouloir donc exagérer l'expression pour dire des choses qui ne sont pas aussi fortes que celles que les mots le disent. Tout est génial, alors qu'en fait, c'est pas génial, c'est simplement intéressant. De la même façon qu'on va qualifier de violent quelque chose qui n'est pas en fait violent, qui est peut-être brutal, qui est peut-être surprenant, qui est peut-être déstabilisant, qui est peut-être douloureux, voilà. Mais est-ce que c'est pour autant violent? Je répète, il y a violence s'il y a intention de détruire. Et intention de détruire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord effectivement la notion d'intention, donc ça suppose bien sûr une conscience, ça suppose une volonté, et puis de détruire, ça suppose aussi un jugement d'appréciation de la situation, parce que pour détruire, il faut pouvoir évaluer la situation.
pouvez pas vouloir détruire quelque chose que vous n'avez pas d'abord préalablement considéré comme étant parfait ou achevé. Donc, il faut avoir conscience de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait, du bien, du mal. Voilà, on est évidemment avec la violence dans un registre qui est celui de la transgression. Et pour pouvoir transgresser, il faut avoir conscience, en effet, des différences, puisque sinon on transgresse par un transgresser, ça veut dire traverser, à travers, grédior, c'est toujours pareil, avancer. Donc transgresser, c'est avancer en traversant. Je ne traverse, si vous voulez, qu'un espace que j'ai identifié comme tel, comme devant être traversé. Donc pour transgresser les règles, il faut les connaître, sinon on ne les transgresse pas. On est simplement dans l'ignorance de ces règles et voilà, on n'a pas la responsabilité de ce que l'on a fait. Donc voilà, donc ça ferme déjà beaucoup la question de la violence. Et d'une certaine façon, c'est ce que disait Walter Benjamin. Alors, j'ai cité quelques noms là, qui sont un peu jetés, enfin un peu du name dropping, comme on dit en français. Donc, il y a eu, évidemment, il y a eu Arendt, Paul Ricoeur. On verra tout à l'heure une petite bibliographie de base. Walter Benjamin a beaucoup écrit aussi sur la violence. Il est notamment l'auteur d'un article assez long qui s'intitule Critique de la violence. Et Walter Benjamin dit « Il n'y a de violence que lorsqu'une évaluation est possible au regard des normes, qu'elles soient juridiques ou morales. » Donc, il n'y a de violence que lorsqu'une évaluation est possible au regard des normes juridiques et morales. Ça veut donc dire que cela présuppose deux éléments. D'abord, la question effectivement de l'existence de normes. Ça, c'est la première chose. Donc, encore une fois, normes morales ou juridiques, des lois ou bien effectivement des principes, et puis ensuite une conscience qui va les évaluer, qui va donc être conscience de ces normes et du caractère obligatoire ou non obligatoire de ces normes. Voilà. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, la violence, eh bien, c'est au fond une force qui décide de s'employer mal, qui décide effectivement d'être mal utilisée, qui décide d'être utilisé pour le mal, de cette façon. Et vous voyez, ça ouvre le sujet, donc le thème, vers la problématique du mal. Et la relation entre la violence et le mal va être un axe important cette année pour vous. Est-ce que la violence est toujours mauvaise? Est-ce que la violence est toujours destructrice? Est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on peut évaluer la violence alors qu'a priori, elle est évaluée en tant que violence parce que justement, elle est négativement évaluée? Est-ce qu'il y a un pouvoir positif du négatif? En fait, c'est évidemment de cela dont il s'agit, le fameux travail du négatif. C'est pour ça que la question de la dialectique, c'est pour ça que la question évidemment de la relation du maître et de l'esclave, voilà, va être une question qui sera sans doute abordée cette année avec vous. C'est la question de la guerre aussi. Est-ce que la guerre, bien sûr, c'est mauvais, c'est du côté effectivement de l'expression de la violence ultime, et la guerre, ce sera un grand chapitre de l'année, mais est-ce que finalement, c'est ce que suggère d'ailleurs Kant vers la paix perpétuelle, est-ce que finalement la guerre n'est pas aussi l'occasion de la mobilisation d'une énergie qui sans cela ne serait pas mobilisée, et donc l'occasion de progrès qui finiront par bénéficier à l'espèce humaine. Voilà. Donc c'est vraiment cette question-là, cette question du rapport au mal. Est-ce que la violence, c'est toujours mal? Est-ce qu'il n'y a pas derrière ce mal un bien? Est-ce que finalement le mal ne peut pas être lui-même l'origine de sa médication? Vous savez, il y a ainsi un symbole qui est utilisé dans la mythologie grecque, qui est celui de la lance d'Achille. La lance d'Achille, elle avait la particularité, bien sûr, d'infliger une blessure destructrice. Elle pouvait tuer, cette lance d'Achille, mais en même temps, effectivement, cette lance, lorsqu'elle était à nouveau glissée dans la blessure qu'elle avait occasionnée, elle guérissait. C'est-à-dire que la lance, elle est vraiment ambivalente. À la fois, elle guérit et en même temps, effectivement, elle blesse. Donc, elle guérit ce qu'elle a blessé. Donc, la lance d'Achille, est-ce que c'est pas la violence? Est-ce que la violence n'est pas symbolisée par cette lance d'Achille, qui est à la fois donc destructrice et en même temps salvatrice? Voilà. Donc ça, ce sont, vous voyez, des termes qui vont faire partie de votre lexique. Dans ce lexique, il y aura aussi un autre terme. Là, encore une fois, je ne vais pas faire la liste. J'ai commencé un peu à mettre ça en place. On a repéré à peu près une bonne soixantaine.
brutalité, barbarie, tous ces termes qui s'articulent autour de cette notion de violence. Il y a un autre terme qui va être important, hein, je rappelle ce que nous avons vu ensemble, d'abord force, ensuite agressivité, maintenant il y a la question du mal, et puis maintenant je voudrais aussi qu'on aborde la question de la cruauté aussi. La notion de cruauté, elle va arriver très vite dans votre année. Pour ce qui concerne le cours que je vais préparer, je vais poser à mes étudiants, c'est une notion qui va arriver quasiment immédiatement parce qu'on va commencer par une réflexion sur la représentation de la violence et donc le théâtre. Et il y a un texte d'Antonin Artaud, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle « Le théâtre de la cruauté », donc dans le théâtre et son double. Qu'est-ce que c'est que la cruauté? Est-ce que la cruauté, c'est pas la manifestation la plus extrême de la violence? Est-ce que par cruauté, il ne faut pas entendre une violence sans limite, justement, une violence sans normes, une violence qui n'a pas d'autre finalité que la jouissance qu'elle suscite. Montaigne disait de la cruauté qu'elle était l'extrême de tous les vices. Donc le vice le plus terrible. Alors qu'est-ce que c'est que la cruauté? Quand est-ce que quelqu'un qui est cruel, est-ce qu'un acte cruel est un acte violent? Oui, absolument. Qu'est-ce qui distingue la violence de la cruauté? Là, encore une fois, il n'y a pas de synonyme. La cruauté, c'est un acte, c'est une violence extrême, donc c'est pas seulement la violence, c'est une violence extrême. C'est une violence, en effet, qui échappe à toute mesure, à toute norme, et qui surtout n'est pas finalisée. Je m'explique. Contrairement à ce qu'on pourrait se représenter parfois, la violence n'est pas toujours irrationnelle, elle n'est pas toujours l'expression d'une impulsion incontrôlée, elle peut s'inscrire complètement dans un calcul, dans une stratégie, et vous verrez cela, par exemple, je pense que ça fera partie aussi des chapitres que vous allez aborder cette année, c'est-à-dire la question de la violence légitime, la violence d'État, par exemple. Il y a toute une thématique autour, effectivement, du rôle de l'État dans l'histoire. Et vous connaissez la formule célèbre de Max Weber, vous avez probablement vu en première année, qui définit justement l'État comme étant celui qui détient le monopole de la violence légale et légitime. Et donc, effectivement, la violence d'État, c'est bien une violence. Il y a bien évidemment une volonté, en effet, de détruire, d'empêcher de ça. C'est une violence qui est au service de l'ordre public, qui est au service de la sécurité. Et donc, effectivement, il peut imaginer, en effet, que la violence soit au service de quelque chose qui la transcende, qu'elle soit le moyen par lequel, justement, on vise un bien supérieur. C'est par exemple l'analyse que font la plupart du temps les révolutionnaires ou bien les terroristes. Là aussi, le terrorisme, la révolution, ça va être des sujets que vous allez aborder cette année. On verra tout à l'heure, je vous proposerai un plan de réflexion, évidemment, à la fin, mais vous voyez quand même que la thématique fédère beaucoup de choses. Et c'est vrai que ce que disent les terroristes, c'est que l'usage de la violence extrême a une vertu qui est celle, en effet, de provoquer une terreur, une paralysie dans la population qui va conduire cette population à rejeter l'État. De la façon que les révolutionnaires considèrent qu'il y a, en effet, un usage de la violence, donc la terreur. D'ailleurs, le mot terreur a été inventé par les révolutionnaires. La première fois qu'on a expérimenté la terreur, si j'ose dire, dans le champ politique, c'était évidemment en 1793 en France. Et donc, effectivement, la terreur, elle a une finalité, elle s'inscrit dans une rationalité qui est, en effet, donc d'éradiquer toute forme d'opposition à la révolution et de sauver la patrie, sauver la République. C'est exactement l'argumentaire des révolutionnaires de 1793. Donc la violence en tant que telle n'est pas nécessairement irrationnelle. Elle n'est pas nécessairement du côté de la folie désordonnée, de l'absence de contrôle. Elle peut avoir une finalité, elle a même souvent une finalité. Lorsqu'elle n'a plus aucune finalité, lorsque cette violence n'a plus aucun cadre, lorsqu'il n'y a plus aucun contrôle possible sur cette violence, là, à ce moment-là, on va basculer dans la cruauté. Alors la cruauté, c'est une forme spécifique de destruction. Le mot cruauté, vous le savez peut-être, renvoie, là pour le coup, au latin, cruor, on est pour le coup dans l'étymologie. Cruor, c'est le sang versé. Ça s'oppose donc à sanguinis, mot qui dit le sang qui coule dans les veines. Le latin a deux mots pour dire le sang. Il y a le sang qui coule dans les veines, le sang de la vie, celui qu'on ne voit pas. Et puis le sang, une fois qu'on a blessé un adversaire, une fois qu'on
qu'on l'a effectivement donc qu'on l'a égorgé ou qu'on l'a voilà, à ce moment-là le sang coule et on est dans le cruor. Cruor en latin c'est le sang versé, le sang répandu, le sang spectaculaire, le sang qu'on voit. Hein. Donc il y a évidemment dans la cruauté, voilà pourquoi Artaud parle du théâtre de la cruauté. Il y a dans la cruauté effectivement une dimension fondamentalement spectaculaire et une complaisance presque esthétique au spectacle justement du sang versé, c'est-à-dire effectivement un sang versé qui forcément implique la douleur, la mort, la souffrance de celui à qui on inflige cette cruauté. Donc vous voyez, là encore une fois, le mot cruauté s'inscrit dans notre lexique. En quelques minutes, hein, on a vu déjà 5 mots clés qu'il va falloir articuler. Et en articulant ces mots-là, on ouvre en effet des perspectives en fonction évidemment du sujet qui est proposé. Voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça que Montaigne va dire de la cruauté qu'elle est véritablement donc l'extrême de tous les vices, parce que on est vraiment aux limites hein, de ce qui peut être pensé en termes de violence et en termes de manifestation de la destruction. Est-ce qu'on peut dire par exemple, alors dans la bibliographie que je donnerai à la lecture, il n'y aura pas Sade. Pourquoi ? Parce que je pense que ça va traîner partout et que voilà, Sade, c'est l'occasion de dire beaucoup de bêtises. En général, c'est assez compliqué quand même de commenter Sade. C'est pas forcément une œuvre sur le plan littéraire très intéressante, très bien écrite. Mais c'est vrai que ça va venir souvent. Il y aura certainement des gens qui vont parler du sadisme. Bon. Est-ce que l'homme sadique est cruel ? Est-ce qu'il y a une cruauté chez le sadique, même s'il fait couler le sang ? Ben non, parce que la posture du sadique, elle est rationnelle. Le sadisme s'inscrit effectivement dans un calcul. Il y a quelque chose qui relève en effet de la rationalité. L'homme sadique, le maître sadien, en effet, hein, de manière froide et calculée, inflige la souffrance à sa victime et il tire évidemment plaisir du choix rationnel qu'il a fait d'infliger cette souffrance. Et on est dans un jeu, si vous voulez, presque de raisonnement. Hein. Par exemple, lorsque dans Justine, le malheur de la vertu, Justine reproche, demande à celui qui en a fait sa créature et que pourtant elle a sauvé des brigands quelques temps auparavant, pourquoi est-ce que tu me fait subir le fouet et cette situation atroce. Tout à l'heure, je t'ai sauvé, donc tu pourrais au moins me rendre l'appareil. Et le libertin lui répond, l'homme sadique lui répond, justement, je te rends l'appareil, parce que tout à l'heure, tu t'es fait plaisir en venant à mon secours, je ne t'avais rien demandé, donc tu m'as secouru. Maintenant, moi, je me fais plaisir en t'infligeant une douleur, donc chacun trouve son plaisir de la manière qu'il le souhaite. Et moi, c'est en regardant ta souffrance que je me satisfais. Toi, c'était en allégeant la mienne que tu t'es satisfait. Donc, il y a effectivement une sorte d'équivalence. Vous voyez, on est vraiment dans le calcul, comme ça, et dans le raisonnement. Les personnages de Sade, d'ailleurs, si vous avez lu les romans de Sade, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils connaissent Sade, en fait, ils n'ont pas lu de lignes. Les romans de Sade, c'est très ennuyeux à lire, en général, parce que ce sont beaucoup de raisonnements. Ce sont des personnages très raisonneurs. Alors, ils font toute une série de figures compliquées dans leur intimité, mais entre deux figures, il y a donc une longue digression, de longues dissertations sur pourquoi et comment on fait ça. Et voilà. Donc il y a quelque chose de fondamentalement ratiocinant, si vous voulez, dans le sadisme. Alors est-ce que donc le sadisme est cruel ? Non, parce que là encore une fois, dans la cruauté, il y a quelque chose qui relève de l'abandon, qui relève d'une sorte de fureur dionysiaque. Et c'est pour ça qu'effectivement, on va parler d'un théâtre qui serait cruel et que le théâtre, en particulier le théâtre tragique, je pense que c'est, à mon avis, la porte d'entrée la plus facile, la plus intéressante dans la question de la violence. Le théâtre tragique, justement, est toujours un théâtre de la cruauté parce qu'il offre le spectacle d'une destruction absolument exagérée, excessive, totalement déréglée, démesurée, sans limite, et en général la destruction d'un innocent. Et évidemment, tous les spectateurs prennent plaisir à regarder l'écrasement d'un malheureux qui a lutté pourtant pour échapper à son destin. Et ça va produire ce fameux effet que vous avez dû voir en première année de catharsis. Je vais très vite, c'est des choses que vous avez vues. Sinon, en première année, peut-être en classe de première, la catharsis, c'est la purification, on se purge de toute sa violence et de toutes ses passions. Et donc, effectivement, le spectacle de la cruauté, le spectacle effectivement de l'écrasement cruel donc du héros va nous libérer au fond de notre propre
malaise, notre propre violence, notre propre pulsion de mort. Alors après, on peut ouvrir bien sûr sur des évocations plus psychoanalytiques. Et on va retrouver ce genre de questions dans tous les spectacles cruels, parce qu'on parle de la tragédie, bien sûr, mais la pop culture est là aussi pour nous rappeler que nous avons développé tout un secteur qui dans le domaine du cinéma, le cinéma gore par exemple. D'ailleurs le mot gore est un vieux mot anglais qui signifie le sang versé aussi. On se retrouve exactement dans le même contexte sémantique que l'idée de cruauté. Et je suis désolé quand vous avez des gens qui passent des heures à contempler dans des films qui racontent toujours la même chose, hein. La même histoire d'un groupe de jeunes qui partent en camping-car, dresser leur tente près d'un lac, dans la forêt, et puis il y a un psychopathe avec un masque de hockey, une tronçonneuse, un pic à glace, ce que vous voulez, et qui va les découper, c'est des slashers, hein, qui va les dépecer, et on va avoir ces films qui sont vraiment très nombreux, hein. Il y a vraiment une veine de production cinématographique extrêmement importante, avec souvent d'ailleurs des épisodes à n'en plus finir, hein. Donc que ce soit, je sais pas, Scream 1, 2, 3, 4, Hostel 1, 2, 3, Halloween 1, 2, 3, 4, 5, bref, on ne va pas continuer comme ça, mais c'est vrai qu'on est évidemment dans la répétition, dans le ressassement des mêmes images, avec parfois même on va dire des reprises, et on va essayer des adaptations, par exemple. Un des grands classiques du cinéma gore, du cinéma donc dit de slashing, hein, donc slash, hein, vous savez que c'est coupé, c'est découpé. Slash, donc c'est effectivement donc, une coupure, c'est Massacre à la tronçonneuse. Ça, on ne peut pas faire plus slasher qu'avec une tronçonneuse, hein. Le Texas Chainsaw Massacre, qui est donc un phénomène cinématographique très important il y a 30 ans et qui est revisité régulièrement par donc, des adaptations, des réadaptations, et puis ça termine en boucle, ça continue, ça n'en finit pas. Donc c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose là de l'ordre de l'obsessionnel, du ressassement, qui n'est pas sans évoquer le spectacle particulier des tragédies. Alors évidemment, quand c'est une tragédie, que c'est en grec, que c'est l'histoire d'Oedipe, que c'est l'histoire de Médée, voilà, ça a évidemment une hauteur culturelle que n'a pas, bien évidemment, donc Freddy. Mais c'est exactement le même principe, avec cette idée que finalement la cruauté, peut-être qu'elle répond à un appétit. Alors là, vous allez me dire, mais on retrouve la question de la nature et de la culture, parce que je disais tout à l'heure que la violence, elle est du côté de la culture, et là, pour le coup, ces spectacles sont des spectacles culturels, que ce soit un film, un slasher, ou que ce soit effectivement une tragédie, c'est de la culture, mais est-ce que c'est pas de la culture qui est là pour répondre à un besoin, et donc à ce moment-là, une nature qui serait celle de l'homme, et donc vous voyez que l'articulation nature et culture est une articulation plus complexe qu'il n'y paraît. Vous voyez, en quelques minutes, on a déjà mis en place des éléments d'articulation et d'argumentation. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des notions, hein, donc qui sont contiguës. Là encore une fois, il y en a beaucoup d'autres, et vous aurez l'occasion de les exploiter. Là encore une fois, je dis un lexique. C'est pas mal d'acquérir comme ça chaque semaine 5, 6, 7 mots nouveaux. Le mot massacre, quand est-ce qu'il apparaît, le mot guerre, qu'est-ce qu'il signifie, le mot blasphème, puisqu'il y a aussi la question des violences qui sont des violences plus symboliques, etc. Voilà, donc c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais dégager avec vous quelques caractéristiques donc, de la violence qui permettent peut-être d'ouvrir sur des sujets et déjà des hypothèses, des pistes de réflexion, hein, puisque là encore une fois, le but c'est de stimuler un petit peu voilà, votre curiosité et de vous donner un peu d'appétit. Donc on va explorer quelques pistes. Ensuite, je vous proposerai une organisation d'un cours, d'une réflexion. Moi, c'est celle que je vais suivre avec mes étudiants. Il y a probablement parmi vous des futurs étudiants qui savent comme ça comment ils seront mangés. C'est comme ça que je pense qu'il faut structurer les choses. Et puis ensuite, on verra quels sont les éléments, au fond, de bibliographie que vous pouvez utilement mobiliser. Et enfin, nous quitterons dans la fiction collective la plus grande. Alors, d'abord, premier point intéressant par rapport à la notion de violence, puisqu'il y a violence parce qu'il y a manifestation d'une énergie destructrice, c'est que la violence, elle est dans l'actualisation. Il y a aussi un sujet intéressant
très beau sujet, peut-être de concours blanc, j'en sais rien, peut-être sujet de HEC, le temps de la violence. C'est quoi le temps de la violence? Et articuler la notion de violence avec la notion de temporalité, c'est hyper intéressant. Hein. On vient d'articuler violence avec nature et culture. Est-ce que la violence, c'est le côté de la nature, la culture? On voit qu'apparemment c'est simple, mais finalement pas tant que ça. Là, la question de la temporalité, elle est aussi très intéressante. Pourquoi? Parce que, bien sûr que la violence, elle se manifeste. Il n'y a pas de violence avant sa manifestation. On n'est pas violent par avance. Il n'y a pas une sorte d'anticipation de la violence. On découvre la violence d'un geste, la violence d'un acte, au moment où cet acte se réalise, et qu'on découvre que cet acte est un acte à la fois intentionnel, destructeur, et qui, effectivement, est lourd de conséquences. Donc, c'est dans sa manifestation, dans son actualisation, que, en effet, on est... oui, voilà. Oui, M. Assayag, qui est le directeur commercial, vient de me faire des signes, il me dit coucou, donc voilà, il vous dit bonjour, et voilà, il est super sympa. Oui, je ne sais pas, mais voilà. Il n'y a pas de question. On n'est pas là encore. Voilà. Oui, excusez-moi, vous avez vu que c'était un petit peu à bonne franquette là, ce soir, hein. Les choses marchent pas. Là. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que la violence, elle est dans l'actualisation, elle est dans quelque chose qui se vit au présent, c'est quelque chose qui se ressent au présent. La violence est dans le ressenti au présent. Par opposition, par exemple, au mal. Différence, tout à l'heure, je parlais du mal, le rapport entre le mal et la violence, c'est un rapport intéressant, mais le mal n'est identifié comme mal, un acte n'est vraiment identifié comme étant mauvais qu'au moment où il est réalisé, au moment où il est fait. Et on dit le mal est fait. C'est une fois que c'est fait que je vais juger si c'est conforme ou pas donc à mes principes. Et effectivement, si ça correspond ou non à mes valeurs. Donc, le mal, il est du côté de ce qui est déjà fait, alors que la violence, elle est du côté de ce qui est en train de se faire. Et au fond, est-ce que je peux juger d'un acte violent, ou est-ce que je suis forcément conduit, non pas à le juger, parce que pour pouvoir le juger, il faut que j'ai du recul et qu'il y ait un décalage temporel, est-ce que je ne suis pas... au contraire, condamné à le ressentir. Est-ce que la violence, c'est pas quelque chose qui se ressent plutôt que quelque chose qui se pense? Ou est-ce que c'est pas quelque chose qui échappe justement au fond à la pensée? Et c'est intéressant parce qu'on peut se demander si la violence, alors c'est évidemment des gens très très importants qui ont expliqué ça, vous verrez ça en cours, des gens comme Heidegger, voilà. Est-ce que la violence, c'est pas quelque chose qui refuse au fond le temps? C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est imprévisible, parce que si on ne peut pas prévoir qu'une réaction va être violente. On ne peut pas prévoir qu'une répression va être violente. On pouvait par exemple avoir un acte de guerre, mais cet acte de guerre, qui est déjà en soi un acte violent, vous ne pouvez pas mesurer à l'avance, prévoir à l'avance, quelle va être la nature de cette violence guerrière. Lorsqu'elle outrepasse absolument tout ce qui est imaginable, on est dans le crime de guerre. Et là, vous voyez qu'on est dans une violence, voire une ultra-violence guerrière. Donc, il y a quelque chose d'imprévisible, d'imprédictible dans la violence, qui fait que, effectivement, elle est rarement, on s'y prépare rarement. On y est souvent très confronté. Il y a donc un rapport au présent. Hein. La violence, elle se vit dans le présent, elle se ressent dans le présent. Elle est aussi appelée par le présent, puisqu'elle se manifeste au fond dans l'urgence. Et est-ce qu'au fond, la violence, c'est pas la réponse que certains sont amenés à donner, pris dans l'urgence. Je rappelle que le mot urgence, il vient donc du latin urgere, qui veut dire presser. Donc il y a urgence parce qu'il y a pression. Et donc, évidemment, est-ce que c'est pas une façon d'entrer dans la question, la réflexion sur la violence que s'interroger sur le temps de la violence? Alors, est-ce que le temps de la violence, c'est le temps présent? Est-ce qu'on peut anticiper la violence? Est-ce qu'on peut s'y préparer? Est-ce que la violence n'est pas toujours soudaine? Est-ce que la violence n'est pas toujours une surprise? Voilà un premier axe. Un deuxième axe que je vous propose, qui était déjà plus ou moins impliqué par ce que je disais tout à l'heure, c'est la dimension créatrice. Est-ce que, on a défini la violence comme étant destructrice, ça c'est la définition évidente de la violence. La violence est destructrice, mais elle est toujours destructrice, mais est-ce que derrière cette destruction, on ne peut pas envisager quelque chose qui est créatif? C'est-à-dire que, est-ce que cette destruction n'est pas aussi une destruction créatrice? Et c'est là où, effectivement, on a évidemment une réflexion sur, par exemple, le rôle de la violence, je disais, dans la révolution, dans le terrorisme, dans la guerre. Donc voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas justement être dans la destruction pour pouvoir refonder quelque chose de nouveau? C'est la thématique anarchiste, mais c'est aussi dans une logique, on va dire, plus technologique. Vous avez dû entendre
quelquefois employer le mot disruption, quelque chose qui est disruptif, une mesure disruptive. Le mot disruption, il vient du monde de la physique et porte surtout d'ailleurs sur l'électricité. Il y a disruption lorsqu'il y a des étincelles, ça fait des étincelles, quelque chose qui est disruptif, ça fait des étincelles et ça détruit. Donc une décision disruptive, c'est une décision qui est destructrice, mais qui fait des étincelles. Par exemple, à un moment donné, il y a des gens qui ont pensé l'ubérisation d'un certain nombre de procédures marchandes comme étant disruptives. Il y a les marketplaces à un moment donné, c'est-à-dire effectivement le commerce digital, ça a été disruptif. Ça a détruit effectivement des boutiques en dur et la relation client immédiate, mais ça a ouvert d'autres choses. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de la destruction créatrice derrière effectivement la violence? Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement, disons-le clairement, une bonne violence, une mauvaise violence? Vous voyez qu'on commence à ouvrir la boîte de Pandore et que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et au fond, est-ce que la violence par excellence, c'est-à-dire celle qui détruit vraiment, c'est pas, il y a une formule d'Heidegger que je trouve absolument extraordinaire et qui dit « Le commencement est ce qu'il y a de plus violent et de plus inquiétant ». Est-ce que commencer, c'est pas finalement l'acte de violence par excellence, puisque on rompt le silence, on rompt effectivement l'absence. Est-ce que débuter, commencer, sauter effectivement du néant à l'être, c'est pas l'acte de violence le plus... Est-ce que la naissance finalement n'est pas un acte de violence absolue, qui est donc en quelque sorte la condition, en effet, ensuite de la vie. Donc vous voyez quelques pistes comme ça qui sont, je crois, assez intéressantes et qui permettent de comprendre comment, à mon avis, on peut organiser son travail dans 5 directions. Et moi, c'est comme ça que je verrai l'organisation d'un cours cette année. Première direction, effectivement, la question de la représentation de la violence. C'est-à-dire, effectivement, la violence, c'est d'abord quelque chose qui se manifeste, qui se donne à voir. Donc, ça suppose qu'on va mettre au point, évidemment, le lexique, les mots pour le dire, mais pas simplement les mots. Aussi, les textes. Hein. Il va y avoir une bibliographie et il y a, en effet, des récits de violence, des récits violents. Qu'est-ce qui se passe dans ces récits? Comment est-ce que cette violence est suggérée par ces récits? Et puis, il n'y a pas que les récits. Il y a aussi l'iconographie, il y a aussi la peinture. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec les étudiants sur l'analyse de tableaux. Et vous savez qu'il y a des tableaux très importants dans notre histoire de l'art, qui sont des images extrêmement saisissantes de violence. La violence est vraiment instantanée. Hein. Je pense par exemple Guernica, voilà. Je prends l'exemple iconique par excellence, Guernica de Picasso, mais le radeau de la Méduse, c'est aussi effectivement un tableau d'une extrême violence, parce que ça évoque un épisode cannibalique. Et au-delà de cela, toutes les crucifixions, bien sûr le retable d'Issenheim, le Grunewald, qui est une très très grande violence. Est-ce que notre histoire de l'art n'est pas donc scandée comme ça d'images? Et l'intérêt de l'image, pourquoi je parle d'image? Parce que je parlais tout à l'heure d'urgence et effectivement d'une volonté de la violence d'abolir le temps. L'image, elle est un choc immédiat. L'image, elle est dans l'instant. Elle fait impression, elle fait sensation. Faire sensation, c'est aesthesis en grec, c'est l'esthétique. On fait sensation. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de sensationnel dans la violence. La violence fait sensation. Et donc ces tableaux, alors il y a le Caravage, enfin voilà, il y a une 50aine de tableaux très intéressants qui permettent de mieux cerner donc ce qu'est la violence. Donc c'est vrai que première partie, je vais travailler là-dessus en mettant en avant aussi le théâtre. Dans les œuvres littéraires, vous savez que maintenant c'est évidemment donc lettres et philosophie, il y a des thèmes qui sont plus littéraires que d'autres. Voilà, le monde c'était à la fois philosophique et littéraire. Les choix qui ont été faits par le jury, par les concours, sont quand même assez littéraires. Là, la violence c'est vraiment un thème très très littéraire. Il n'y a pas vraiment un vrai philosophe, un grand philosophe de la violence. Il y a évidemment des approches philosophiques de la violence. Vous avez le texte de Nietzsche, vous allez avoir effectivement donc Max Weber qui parle de l'État, Lénine, l'État et la révolution. Voilà, Hegel un peu, mais il n'y a pas vraiment une pensée. Alors bien sûr, il y a la réflexion sur la violence de Sorel, c'est une pensée très, très particulière qui est liée à l'idée de grève générale. Mais il n'y a pas vraiment de penseur cardinal, si vous voulez, de la violence, comme il pourrait y avoir, par exemple, sur la notion de monde. Là, vous avez
des gens qui sont rentrés dans des cosmogonies, qui ont des cosmographies, c'est-à-dire qui ont écrit finalement la naissance du monde, qui ont décrit ce qu'était le monde, qui ont théorisé le monde. Là, on ne peut pas théoriser la violence. Justement, elle échappe peut-être à la pensée, parce que pour pouvoir la théoriser, la violence, il faudrait prendre du recul par rapport à elle. Elle ne s'éprouve que dans l'instant, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Donc c'est vrai que le théâtre est pas mal. Et dans les bibliographies que j'ai proposées à mes étudiants, que je vais leur proposer, il y a beaucoup de pièces de théâtre. Parce que justement, le théâtre, alors bien sûr avec la tragédie, mais pas seulement, le théâtre est en effet un genre qui se prête volontiers au spectacle de la violence, puisque je vous rappelle que la catharsis, la tragédie, enfin voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on commencera par là. Ensuite, une fois qu'on aura une sorte de corpus de références, des pièces de théâtre, des tableaux, des romans, évidemment, on commencera donc à installer la réflexion plus spéculative. Et deuxième moment, ça sera consacré à l'anthropologie et à la religion. La violence sur le mode de l'anthropologie et sur le mode religieux, c'est-à-dire que est-ce que effectivement la violence est inscrite dans la nature humaine ou est-ce qu'elle est inhumaine, est-ce qu'on est côté de la culture, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tout le rapport entre la violence individuelle, la violence collective, la violence des passions, est-ce que ça a du sens de parler de passion violente, lorsque l'Iliade débute par la colère d'Achille, est-ce que c'est violent la colère? Est-ce qu'on peut parler d'une passion violente qui serait la colère, etc. Donc deuxième temps, l'anthropologie et forcément le religieux qui est adossé, ce qui permettra de faire le point sur justement la violence et le sacré, avec évidemment le passage obligatoire. Ça, tout le monde va le voir. Il faut le passer vite, c'est important, mais évidemment, c'est tellement typé que c'est compliqué d'en faire quelque chose d'une copie. Le texte de René Girard, hein, la violence et le sacré. Ensuite, troisième point, la violence et l'histoire, la philosophie de l'histoire. Il faudra aborder, évidemment, la question de la guerre. Et après la guerre, la question de la révolte, de la révolution, la question du terrorisme, la question de la relation conflictuelle, dialectique, et puis peut-être aussi, puisqu'on parle de la guerre, est-ce qu'il y a une contre-violence? Comment est-ce qu'on combat la violence? Est-ce qu'on combat la violence par la violence ou est-ce qu'on combat la violence par autre chose? Quelque chose qui, effectivement, relève justement de la non-violence. Et c'est tous les concepts qui viennent de Gandhi. Alors, ça commence d'abord, effectivement, avec Thoreau, donc, en Amérique, donc un peu plus tôt, concernant la désobéissance civile. Mais est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, la véritable contre-violence? Est-ce qu'elle n'est pas du côté, justement, de la non-violence? Et donc, qu'est-ce que c'est que la non-violence? Là aussi, ça pourrait être un très beau sujet de concours, hein, la non-violence. Qu'est-ce qu'on appelle la non-violence? Non, est-ce que c'est la négation de la violence? Bon, bref, on verra ça en détail. Voilà, donc, philosophie de l'histoire, hein, la question de savoir si la guerre est le moteur de l'histoire, est-ce que la violence, c'est le moteur de l'histoire, le travail du négatif, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la troisième partie. La première partie, la représentation de la violence. Deuxième partie, l'anthropologie et la religion. Hein, donc, ces deux éléments. Troisième partie, la philosophie de l'histoire. Est-ce que la violence est le moteur de l'histoire à travers la guerre? Quatrième partie, la question du rapport entre la politique et la violence. Effectivement, avec la question de l'État, avec la question du rôle de l'État, détenteur du monopole de la violence légitime, donc violence et politique. Est-ce que, finalement, la démocratie, c'est pas la meilleure façon de mettre la violence hors la loi? Est-ce qu'au fond, le débat démocratique évite le combat violent, le combat physique, donc toute cette thématique autour de la démocratie. Donc là, le sujet politique est un beau sujet, hein. Il est porté par des gens comme Arendt, justement, je l'ai évoqué tout à l'heure, du mensonge à la violence, qui est un texte cardinal. Et puis enfin, on terminera par ce que j'ai envie d'appeler l'éloge paradoxal de la violence, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire contre l'opinion commune? Est-ce qu'au fond, la violence, est-ce que c'est pas si mal que ça, au fond? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à sauver? Est-ce que la violence, il n'y a pas un profit à tirer justement de la violence? Éloge paradoxal, c'est-à-dire effectivement éloge contre l'opinion courante concernant la violence. Donc voilà cinq entrées qui vous permettent de structurer vos lectures, votre réflexion. Alors justement, puisqu'on parle de lecture, il y a deux grandes directions, bien sûr. Là encore une fois, on va commencer par la philo, parce que le corpus n'est pas démesuré. Il y a quelques ouvrages très connus. Voilà, mais très connu, trop connu, bon, qu'est-ce qu'on en fera? C'est vrai que passer par la violence et le sacré de René Girard, ça a au moins l'intérêt, c'est que ça rappelle ce qu'est effectivement ce qu'est effectivement la tragédie, le tragique, etc. Il y a du mensonge à la violence, hein, le texte d'Arendt, avec justement la question
effectivement de monsieur Assayag me fait des grimaces là, il est extrêmement facétieux. Oui, j'appuierai là. Oui, il est très stressé. Voilà. Non. Bon. Voilà, donc du mensonge à la violence, hein, c'est un petit texte d'Arendt qui est vraiment très pertinent. Il y a l'État et la Révolution, le texte de Lénine. Il y a un texte plus compliqué de Derrida, si vous êtes un peu plus ambitieux, qui est Violence et métaphysique. Et puis, évidemment, vous avez quand même deux grands textes. C'est très compliqué d'aborder la violence en faisant l'économie de textes religieux. Par exemple, les évangiles. Alors, vous n'êtes pas obligé de lire les 4 évangiles. Enfin, Saint Matthieu, c'est pas mal. Il y a quand même une réflexion sur la violence, évidemment, dans l'évangile, et il faut en tenir compte. Et puis, il y a une forme aussi, une critique de la violence dans le Gorgias de Platon, et qui serait plutôt une violence facile verbale, qui pourrait dégénérer en violence physique, la violence du sophiste, voilà. Donc, ça peut être la violence de la rhétorique, et donc, évidemment, la violence symbolique, dont parle, par exemple, Bourdieu. Voilà, quelques références, mais évidemment, à mon avis, l'essentiel est du côté de la littérature. Et là, en littérature, vous avez tout le théâtre tragique, bien sûr, avec un théâtre extrêmement brutal. Alors, bien sûr, vous avez les tragédies grecques, pourquoi pas. Beaucoup de gens les connaissent. J'aimerais bien que vous ayez la curiosité d'aller voir un tragique encore plus sombre, ce qu'on appelle effectivement donc, la tragédie noire, celle de Sénèque, par exemple. Par exemple, Médée de Sénèque, c'est une pièce terriblement violente, terriblement sombre. Et puis Shakespeare. Et moi, je commencerai avec mes étudiants par l'étude d'une des pièces de Shakespeare, qui est peut-être l'une des plus violentes qui ait jamais été écrite, qui s'intitule Titus Andronicus. Ce n'est pas une pièce très connue, mais c'est une pièce dans laquelle, effectivement, on va essayer de cette façon, Shakespeare teste les limites de la violence, du spectacle de la violence. Et vous verrez qu'on est au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et dans cette perspective-là, il y a eu donc un théâtre anglais, donc dans les années 90, et ça aussi on essaiera de le voir ensemble, parce que c'est vrai que c'est des pièces qui sont très dérangeantes. Il y a une dramaturge anglaise extrêmement connue, qui s'appelle Sarah Kane, qui s'est suicidée à l'âge de 28 ans, qui était une sorte d'égérie néo-punk donc dans les années 90, et qui est donc l'auteur d'une pièce qui s'appelle Blasted, qui a été un énorme scandale, qui est traduit par un mot anéanti en français, qui est un énorme scandale au moment de sa présentation à Londres, et qui est vraiment le symbole de ce théâtre de la cruauté, de ce théâtre de l'ultra-violence. Voilà pour un rapide état des lieux, et aussi pour essayer de vous donner un peu d'appétit et d'orienter peut-être vos premières lectures. Si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie de votre attention. Et je vous prie de nous excuser de ces petits dysfonctionnements que personnellement je ne maîtrise pas du tout. Mais bon, pas de questions. Écoutez, dans ce cas-là, je vous remercie beaucoup et je vous dis peut-être pour certains d'entre vous à l'année prochaine. Et sinon, on ne sait pas, à la faveur d'un jury. Bonne soirée.